C'est bon. C'est OK. Bonjour à toutes et à tous. Donc, encore merci à tous et à toutes d'avoir pu vous libérer aussi rapidement pour ce webinaire un peu surprise, qui est donc sur la thématique du chauffage et de Frédéric Baillivet. Donc, on vous propose, comme à chaque webinaire, de couper vos caméras, de couper vos micros, puisque effectivement, hein, du coup, c'est la sobriété énergétique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On est ensemble jusqu'à 12h30 et normalement, à partir de 12h15, on pourra rééchanger votre micro. Vous arrêtez. L'enregistrement a repris. Donc, du coup, je laisse la parole à Fanny et donc, je vais également faire maîtresse du temps. Donc, hop. Donc, normalement, voilà, il est 11h04 pour l'instant. On est à l'heure. Parfait. Merci beaucoup, Merci à toi, Fanny. Nola. Donc, je vais commencer. Je commence par vous dire d'abord que je suis un peu désolée parce que d'habitude, on travaille vraiment à ce que ce webinaire soit le plus interactif, collectif possible. Et pour le coup, aujourd'hui, heureusement, Frédéric va intervenir, mais sinon, c'est un peu moi qui vais monopoliser la parole. Donc, je vais essayer d'avoir plein de moments d'échange avec vous, de vous poser des questions, qu'on puisse quand même rebondir pour être sûr que vous ne dormez pas derrière votre écran. Et en un mot, pour me présenter, donc Fanny Valenbois, je travaille au sein d'un laboratoire d'idées qui s'appelle le Shift Project sur la réalisation d'études sur la décarbonation de la chaîne du livre. Et donc, je travaille avec les bibliothèques, mais aussi avec les libraires, les éditeurs, etc. Et par ailleurs, donc ça, c'est une activité bénévole, un engagement citoyen. Et sinon, je travaille au sein d'une structure qui s'appelle le Bureau des acclimatations, avec mon collègue Cyril, qui est là aujourd'hui, que je salue. Et du coup, on fait de la formation, de l'accompagnement pour des structures de la chaîne du livre ou du secteur culturel sur les questions énergie-climat et transition environnementale. Donc, je vais vous parler électricité et chauffage. Et je précise tout de suite, comme ça, vous pouvez arrêter de regarder tout de suite si vous le souhaitez, qu'il n'y aura pas de solution magique, il n'y aura pas de solution instantanée, pas chère, rapide et sans effort. Et que je vais essayer aussi de multiplier les idées, les leviers d'action possibles, les approches, etc., pour que chacun puisse prendre quelque chose. Mais évidemment, il n'y a pas de solution qui va s'appliquer à tout le monde. En fonction de la taille de votre bibliothèque, en fonction du type de bâtiment, ancien, récent, bien isolé, mal isolé, en fonction de si vous avez la main ou pas sur les systèmes de programmation, s'il y a un système de programmation ou pas, du type de chauffage, etc. Forcément, il y a des choses qui ne vont pas vous correspondre. Donc, c'est normal. Je vais essayer de vous donner un peu une foison d'éléments et puis vous prenez ce qui est utile pour vous et j'espère que ça vous permettra de vous mettre en mouvement et de trouver au moins une action à mettre en place. Comme le disait Nola, vraiment, interrompez-moi si je ne suis pas claire, si je vais trop vite, voilà, sentez-vous très libre qu'on puisse échanger. Je commence par l'électricité. À la fin de cette petite présentation électricité, il y aura l'intervention de Frédéric pour faire un retour d'une bibliothèque qui est en train de travailler sur ces sujets et voir ce qu'on peut faire. Et ensuite, je finirai avec la partie chauffage. Je commence tout de suite avec une question. Est-ce que vous connaissez la consommation d'électricité de votre bibliothèque? Est-ce que vous avez une idée du nombre de mégawattheures que vous consommez, que consomme votre bibliothèque et si oui, vous pouvez la partager. Je vois des noms, non là tout de suite, absolument pas. Non, 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 pas du tout, absolument pas. OK. Donc, je vous propose l'idée déjà, pour commencer, que votre première action, ça doit être d'aller chercher votre consommation d'électricité. Je sais qu'il y a des bibliothèques qui n'ont pas de compteur séparé, soit parce qu'ils sont dans un bâtiment où il y a plusieurs, soit parce que pour plein de raisons diverses. Mais si vous avez un compteur, je vous encourage vraiment à regarder et à demander quelle était la consommation l'an dernier, regardez à quel moment ça fait des pics dans l'année, essayer d'obtenir des informations parce que c'est vraiment très important. Je vous donne deux éléments. Pardon, mon PowerPoint ne veut pas avancer. Je ne sais pas pourquoi. Deux points de repère qui ne disent rien. C'est juste deux bibliothèques dont on a fait les bilans carbone l'an dernier. Et du coup, on est allé mesurer évidemment la consommation de kilowattheures d'électricité. Donc, il y en a une qui est une bibliothèque municipale qui consomme 1,5 gigawatt-heure. Et si on le rapporte au mètre carré, ça fait 340 kWh du mètre carré. L'autre est une bibliothèque universitaire beaucoup plus grande qui consomme 2 gigawattheures, donc 4 fois plus, mais presque 2 fois et demi moins par mètre carré. Pourquoi je vous donne ça?
D'abord pour vous dire que c'est important que vous mesuriez votre consommation, que vous la connaissiez, parce qu'elle est mesurée déjà, et que vous la rapportiez au nombre de mètres carrés. Parce qu'en fait, vous voyez que la consommation seule, elle ne veut rien dire. Il faut évidemment se demander par surface chauffée. Et la deuxième chose, c'est de vous dire que je pense que ça serait utile pour l'ensemble des bibliothécaires qu'on puisse se faire des points de comparaison. Pour l'instant, là, je vous partage 2 points de repère pour ouvrir ce chantier, mais j'aimerais bien vous solliciter. Et donc, vous savez, après les webinaires, on vous envoie toujours un compte-rendu avec toutes les ressources, avec les liens vers le replay, etc. Je vais vous proposer un petit questionnaire très, très basique pour que vous puissiez nous dire, moi, ma bibliothèque, c'est tant de mètres carrés et tant de kilowattheures, et que ça, on puisse en faire une statistique. Et qu'on puisse, sur une base, alors est-ce que ça va être de 10 bibliothèques, de 50 bibliothèques, dire une bibliothèque en moyenne, elle consomme entre tant et tant, et que chacun, du coup, puisse aussi se situer et se dire, OK, moi, je suis à 250 kWh par mètre carré, je suis plutôt dans la moyenne, ou je suis en dessous, je suis en dessus, etc. Voilà. Vous m'interrompez si vous avez envie de réagir là-dessus. Je ne regarde pas le chat parce que sinon, ça va capter mon attention. Mais n'hésitez pas à ouvrir le micro et à réagir si besoin. Je vous propose juste un outil que je viens de découvrir. Je vous donne la marque que moi j'ai découverte, mais d'autres marques existent et d'autres solutions comparables existent. C'est un petit capteur qu'on pose sur le disjoncteur. Donc c'est ultra facile, je l'ai installé moi-même chez moi la semaine dernière en littéralement 4 minutes. Un petit capteur qu'on pose sur le disjoncteur, il n'y a aucune installation à faire et qui est connecté à une application ou à le petit boîtier que vous voyez à droite là, et qui dit en temps réel combien d'électricité est consommée. C'est conçu à la base pour un usage domestique, mais pour une bibliothèque qui ne serait pas énormissime, ça peut tout à fait être utilisé. Je vous enverrai le lien si vous voulez pour aller regarder sur leur site, ou c'est facile à googler. Et donc, vous avez vraiment en temps réel, vous allumez la lumière et vous voyez immédiatement la consommation en kilowatts qui évolue, qui augmente, qui baisse quand vous le coupez, etc. Pour l'instant, je n'ai qu'un retour d'expérience à domicile, à la maison. Mais par contre, je vois tout de suite l'effet qui est notamment de se rendre compte des ordres de grandeur, de me rendre compte qu'entre j'allume une lampe, j'allume une bouilloire, j'allume un grille-pain, j'allume le four, j'allume le chauffage, ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Mais même, j'ai été très surprise, alors même que je suis plutôt sensibilisée à ces questions, etc., de voir que j'allume la lumière chez mon aîné ou chez ma cadette, je multiplie pratiquement par 50 la consommation de kilowattheures, parce que pas la même lampe, pas la même ampoule, etc., pas le même nombre d'ampoules. Donc, je pense que c'est un outil qui pourrait être vraiment intéressant à utiliser en bibliothèque, ça peut être même juste sur une journée, mais l'installer et se dire, OK, donc là, actuellement, je consomme, n'importe quoi, 5000 kWh. Qu'est-ce qui se passe si j'éteins la lumière? Qu'est-ce qui se passe si j'éteins le photocopieur? Qu'est-ce qui se passe quand j'allume le souffleur pour sécher les mains dans la salle dans les points d'eau sanitaires, etc. Pour se rendre compte de jusqu'où on peut baisser ou au contraire, jusqu'où est-ce que ça peut monter. Par ailleurs, puisque vous êtes des bibliothèques, je trouve que c'est un objet qui serait intéressant, une fois qu'on l'a utilisé pour faire soi-même un peu son diagnostic, de proposer pour celles et ceux qui font du prêt d'objets. Ça pourrait être un objet vraiment pertinent à proposer en prêt pour des foyers, parce que ça leur donne un outil aussi pour eux-mêmes se mettre dans la transition environnementale et du coup décupler l'effet qu'on peut avoir avec ça. Excuse-moi Fanny, il y a Roxane qui demande combien ça coûte. Oui, alors à l'achat, ça coûte pour les professionnels autour de 160 € TTC. Donc, on est sur un investissement qui est quand même très raisonnable, je trouve. Et ça peut être loué, alors pas pour les professionnels, mais pour les particuliers, ça se loue 8 € par mois. Voilà. Donc, il n'y a aucun coût technique, vraiment. Et je trouve que ça peut être acheté, utilisé pour soi-même, puis proposé dans les collections. Ça peut être intéressant. Je suis en discussion avec eux pour voir s'ils ne peuvent pas nous faire un code promo ou un truc comme ça pour si on est plusieurs bibliothèques à acheter ensemble. Donc, je vous tiendrai informé. Et encore une fois, il peut y avoir d'autres marques. Moi, j'ai testé celle-là, donc je peux vous dire que ça marche. Mais il y a des concurrents qui font des propositions équivalentes. Voilà, donc une première proposition avec une petite réserve qui est que c'est fait pour un usage domestique. Et donc, il y a une part là dont je ne vous ai pas parlé, qui est une part d'intelligence artificielle qui va reconnaître et vous dire vous avez allumé votre four à telle heure, votre machine à laver, etc. Ce n'est pas fait pour reconnaître un photocopieur, une borne de prêt, des choses comme ça. Donc, il y a une partie d'analyse des consommations qui ne sera pas adaptée à votre activité. Mais je crois que rien que pour le suivi en temps réel et le fait de faire un atelier peut-être avec l'équipe, voire avec les usagers sur la consommation électrique de la bibliothèque en temps réel, je crois que ça peut être un outil pertinent.
Je rajoute un deuxième outil qui aura moins d'impact sur vous-même, mais là, je vais vous donner quelques clés de compréhension de l'électricité. Ça n'aura pas d'impact direct sur la consommation, mais je crois que ça peut être utile. C'est un site qui est proposé par RTE, donc Réseau de transport de l'électricité, donc la structure nationale qui s'occupe du transport de l'électricité, comme le dit son nom. Ça s'appelle EcoWatt et c'est une météo pour dire au niveau français où est-ce qu'on en est de la disponibilité d'énergie sur le réseau. Donc ça, je l'ai pris avant-hier. Tout va bien dans les 2-3 jours qui viennent. Il fait très doux en ce moment. Il y a du soleil, il y a un peu de vent, etc. La demande n'est pas très forte. Donc en ce moment, on est à la cool. Mais il peut y avoir des régions ou des moments où on est en situation de tension. Et donc, c'est des moments où ça peut être intéressant de se dire, OK, on va faire un effort supplémentaire pour baisser, pour couper ce qui consomme fort. On a identifié avant avec EcoJoco ce qui consomme le plus dans notre bibliothèque. On peut imaginer que quand on est dans une période de tension au niveau national, on prend notre part de l'effort national pour éviter de relancer des centrales à charbon et on va couper un certain nombre d'équipements sur des créneaux. L'électricité, elle a un impact très fort sur notre facture. Elle a aussi un impact sur le climat, même si c'est moindre que le chauffage, on pourra le voir tout à l'heure. Donc là aussi, je vous partage un petit outil et je vais vous donner juste quelques notions. On va faire un tout petit peu de physique, mais vraiment pas beaucoup, parce que je ne suis pas du tout physicienne, donc on va rester sur des choses très simples. Tout ça vient d'un site qui s'appelle Adapt. Je vais vous montrer ensuite, c'est une petite appli qui pourrait être utile aussi pour vous, je pense, qui nous dit qu'il y a en gros 3 grandes familles de sources d'énergie qui servent à produire l'électricité. Il y a 2 familles qui sont disponibles 24 heures sur 24 et qui sont pilotables, qu'on peut allumer ou éteindre en fonction des besoins, en tout cas qui sont disponibles tout le temps. La première famille, c'est les énergies fossiles. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris, mais c'est ici. Dans le fossile, on a le charbon, le fioul, le gaz. Avantage, c'est disponible tout le temps. Inconvénient numéro 1, les émissions de gaz à effet de serre qui sont ici. Vous voyez qu'elles sont bien supérieures aux autres sources. Inconvénient numéro 2, ce ne sont pas des énergies disponibles en France, donc on a aussi des enjeux géopolitiques de souveraineté, de disponibilité. Et puis inconvénient numéro 3, ce sont des énergies d'origine fossile, donc leur quantité va en décroissant et donc leur prix ira probablement en augmentant. En tout cas, leur disponibilité n'est pas assurée. La deuxième grande famille, c'est aussi les énergies donc, qui sont ici en bleu, les énergies qui sont disponibles 24 heures sur 24, mais qui ne sont pas fossiles. Donc là-dedans, on va avoir la biomasse, le fait de brûler des déchets ou du bois, l'hydroélectricité, les barrages, la géothermie, qui consiste à aller chercher la chaleur dans le sol, et le nucléaire. Donc, ces 4-là, elles sont disponibles 24 heures sur 24, avec des émissions inférieures aux émissions fossiles. Et la troisième famille, c'est les renouvelables. Les renouvelables ont pour inconvénient majeur de ne pas être disponibles 24 heures sur 24. Et donc, on va avoir là-dedans le solaire et l'éolien, avec des émissions par kilowattheure qui sont également basses. Mais par contre, cet inconvénient ne peut pas être disponible. Ça va, vous me suivez jusque-là? Ouais, ok. Alors, sur ce graphique, l'idée, c'est de vous montrer, on va regarder ici. On a 2 scénarios. Ici, on est sur la météo où c'est favorable aux énergies renouvelables. Donc, je vais avoir de l'énergie disponible 24 heures sur 24 et bas carbone. Donc ici, je vais avoir du nucléaire, de l'hydroélectricité, etc. En haut, j'ai de l'énergie fossile disponible sur 24 heures sur 24. Et puis au milieu, un peu de solaire, un peu d'éolien. Vous voyez qu'on peut être sur un tiers, un tiers, un tiers. Ici, je suis dans un scénario météo qui n'est pas favorable à l'éolien et au solaire. Vous voyez que leur part diminue fortement. Donc, ça veut dire que la manière dont on fabrique l'électricité en France dépend directement des conditions météo. D'accord? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce qu'il y a du vent, etc. Et par ailleurs, ça dépend aussi fortement de la quantité de consommation. Le petit trait ici vous dit, en dessous, je suis sur une consommation modérée. Vous voyez que si je suis sur une consommation modérée et que c'est un jour favorable, je n'ai pas besoin du tout des fossiles. Donc, je vais avoir un bon mix avec que du pilotable et du renouvelable. Par contre, le même jour, si j'ai un pic de consommation, si mon niveau de demande, je suis désolée, ma souris fait que disparaître. Si mon niveau de demande il passe de là à là, je vais être obligée de rajouter du charbon, du pétrole ou du gaz. Et la deuxième situation, si je n'ai pas mes énergies renouvelables, même si ma demande est faible, je vais être obligée d'avoir du fossile. Et si ma demande explose, je vais être obligée ici d'avoir de l'importation. Et l'importation, ça peut être probablement de pays où le mix énergétique est moins favorable. Donc, le but de ça, c'est juste de vous dire, la manière dont on fabrique l'électricité, ça change heure par heure, presque minute par minute.
en fonction de la météo et en fonction de la demande. Et en fonction de ça, on va aller tirer certaines sources plus que d'autres. Ce que ça veut dire, c'est que donc, ce petit graphique, il vous dit, là, c'est la nuit, le matin, le pleine journée, le soir, la nuit. On va avoir nos bas carbone pilotables, nucléaire, hydroélectricité, biomasse, etc., qui font une base à peu près stable, qui bouge peu. Ensuite, on va avoir de l'éolien et du solaire qui, au fur et à mesure de la journée, évoluent et sont plus ou moins disponibles. Et par-dessus, on va avoir tout le fossile. Tout ça est combiné avec les pics de besoin. Il y a des moments où on consomme plus, hein, le matin, on a un petit creux, et ensuite on a le pic de fin d'après-midi, et la nuit, ça redescend. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure de la journée, ces deux choses combinées, ça nous donne des émissions de CO2 qui ne sont pas les mêmes au fur et à mesure de la journée. Si on regarde à nouveau ce que dit RTE, donc c'est un peu technique, mais c'est juste pour vous montrer que c'est des données très précises qu'on peut vraiment consulter. Heure par heure, on sait comment est fabriquée l'électricité. Donc là, par exemple, vous voyez, on voit qu'à 19h15, vous l'avez dans le petit rappel à côté, on n'a pas de solaire, il n'y a plus de soleil de toute façon. On a un peu de charbon, on a un petit peu de biomasse, donc on brûle un peu de bois ou un peu de déchets. On a encore de l'éolien, on a du gaz, de l'hydraulique et du nucléaire. Mais si on regarde en pleine journée, on aura le solaire, pardon, qui est beaucoup plus fort. Et du coup, on n'aura pas ici de charbon, par exemple. Et du coup, ça, c'est l'évolution de la quantité de CO2 pour 1 kWh d'électricité dans la journée. Et vous voyez que selon que j'utilise mon kilowattheure à 4 heures du matin, à midi ou à 20 heures, l'impact n'est pas du tout le même. Et c'est parfois un peu contre-intuitif. On pourrait se dire, ah bah, la nuit, c'est le meilleur moment. Bah, pas forcément. Là, ce jour-là, on voit que c'était plutôt entre 14 et 16 le meilleur moment pour utiliser l'électricité. Donc, pour finir là-dessus, ce n'est pas quelque chose qui va vous faire baisser votre facture. Donc, ce n'est pas forcément une priorité pour vous. Par contre, si vous souhaitez baisser l'impact environnemental et climatique, notamment, de votre usage de l'électricité, vous avez cette petite appli qui s'appelle adapt.sh. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est suisse, mais je ne suis pas sûre. Ça marche dans tous les pays d'Europe. Vous choisissez la zone géographique qui vous intéresse et ça vous donne des prévisions sur les journées à venir, heure par heure, de est-ce que l'électricité va être plus ou moins carbonée et du coup, à quel moment, pour les activités qui peuvent être pilotées, à quel moment est-ce que je programme les appareils. C'est très utile à la maison, si on veut programmer sa machine à laver, son lave-vaisselle, etc. J'ai encore du mal à imaginer ce que ça peut représenter pour des bibliothèques, mais on peut se dire, bah, tiens, je vois qu'à 18 h, on va être sur de l'électricité très carbonée, peut-être que je vais éteindre, je sais pas, les ordinateurs peu utilisés un peu à l'avance. Voilà, des choses comme ça. Je crois que c'est ce que je voulais vous dire, moi, pour l'électricité. Et si ça vous va, je vais juste regarder si par hasard il y a des questions ou autres. Et sinon, il n'y avait pas spécialement de questions, mais il y avait un partage qui, je pense, pouvait être intéressant de Héloïse, qui parle du rapport Néoscribe du ministère, qui décompte actuellement uniquement, a priori, le budget alloué à l'électricité. OK. Du tout. Néoscribe, voilà, qui partage ça dans le chat. Donc, super. À voir. Après, sinon, sinon Xavier dit qu'a priori, le Echo Joko, ça coûterait plutôt 199 € que 160. 199, c'est le prix tout public. Le prix entreprise est inférieur. Mais après, du coup, je ne sais pas vous, par un marché public, comment ça va marcher. Donc, disons entre 160 et 200, selon la manière de l'acheter. Et j'aimerais bien voir avec eux si on ne peut pas essayer de négocier quelque chose. Okay. Frédéric, est-ce que ça vous irait de prendre la suite? Bien. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Frédéric Bellivet-Giraud de la médiathèque de Garches. Donc, Garches, c'est une ville de 18 000 habitants environ dans les Hauts-de-Seine. Et je travaille dans une médiathèque qui est un bâtiment récent, ça a son importance pour certains équipements. Et j'ai donc été contactée par Fanny pour un retour d'expérience et pour participer donc au webinaire d'aujourd'hui. Alors, à Garches, nous, depuis cet été, sous l'impulsion de notre DGS, on nous a demandé d'être sensibilisés aux économies d'énergie. Et donc, déjà cet été, la climatisation était bloquée à 26 degrés maximum et nous avons allumé vraiment les lumières que lorsque c'était strictement nécessaire. Et en l'espace de 2 mois, il y a déjà des économies visibles. Donc, je reviendrai après sur la quantité d'économies. Et donc, en guise d'introduction, je voulais vous présenter un petit document qui a été fait rapidement. Donc, Fanny, si vous voulez bien. Voilà, parfait, merci.
un petit document qui avait été fait rapidement par les services de la ville pour vous indiquer, enfin pour qu'on voit un petit peu les consommations. Alors, je dis ça a été fait rapidement parce que vous pouvez constater qu'en nombre défini, il y a 21,8%, ce qui est quand même assez énorme. Mais bon, ça permet déjà de voir les gros postes et les services gros consommateurs dans une collectivité. Moi, j'ai été un peu effarée par la proportion de l'éclairage public, par exemple. Et ensuite, on sait, hein, on l'a vu avec l'actualité pour les piscines, les fermetures de piscines, que les équipements sportifs sont très consommateurs d'énergie aussi. Par contre, donc pour ce qui nous concerne, les locaux culturels, nous, on n'est pas de gros consommateurs, puisqu'on est à 5% à peu près. Voilà, alors je vais juste préciser qu'a priori, le budget énergie annuel de la commune en temps normal est d'1 100 000 €. Alors donc, début septembre, notre DGS nous a convoqués tous les chefs de service à une réunion sobriété énergétique. Et chaque chef de service devait arriver avec des propositions à cette réunion. Donc, je vais vous détailler un petit peu les propositions qu'on a faites, nous, pour la médiathèque. Bien sûr, c'était une réunion très instructive, puisque comme on peut le voir là avec le petit camembert, on a aussi pu étudier les préoccupations de chaque service, et notamment les services gros consommateurs, avec les piscines, par exemple, les baisses de température, et voilà, tout ce qui avait pu être proposé. Concernant les médiathèques, donc nous, on a fait 2 types de propositions. D'abord des propositions sans travaux, et puis ensuite des propositions avec travaux. Donc, je vais vous lister les propositions qu'on a fait et qu'on a mis en place du coup, hein, depuis le mois de septembre. Donc, nous, on est équipé d'une climatisation réversible, donc ça fait chaud-froid. Donc, cet été, c'était bloqué à 26 degrés en temps de chaleur. Et là, pour cet hiver, ce sera bloqué à 19 degrés. Les lumières, on est très attentif. On essaye vraiment de les allumer que lorsque c'est nécessaire. C'est un peu le public qui fixe la limite, hein, quand ils viennent nous voir en disant qu'ils n'arrivent plus à voir, eh bien, on allume. On essaye d'allumer, alors ça aussi, c'est comme disait Fanny, selon les équipements, ce n'est pas toujours possible, mais nous, on a des rampes d'éclairage. Donc, on n'allume pas toutes les rampes d'éclairage, on en allume certaines, 1 sur 2. Et d'ailleurs, la règle de 1 sur 2, c'est aussi ce qu'on applique dans nos bureaux. On n'allume que la moitié de l'éclairage. Ensuite, on a stoppé, on a un mur d'air dans le sas d'entrée pour le froid ou le chaud selon les saisons. Donc, on a coupé ce mur d'air, parce que c'est assez consommateur d'énergie, je crois. Nous avons proposé, là ce n'est pas encore le cas puisque le mois d'octobre est doux, mais nous avons quelques chauffages électriques dans une partie ancienne de la médiathèque, et donc on les mettra en mode éco chaque soir et le week-end bien sûr. Les services techniques nous ont dit que ça ne servait à rien d'éteindre, puisqu'après quand on repart en chauffe, ça surconsomme, donc il vaut mieux laisser en mode éco. Nous éteignons, on a un peu condamné tout l'électroménager en doublon, donc cafetière, frigo, voilà, on a supprimé tout ce qu'on pouvait supprimer pour ne laisser qu'un seul appareil à chaque fois. Alors, on a coupé l'eau chaude, donc couper l'eau chaude avec arrêt du chauffe-eau, puisque ça apparemment c'est très consommateur aussi, donc sur tout le bâtiment, donc on n'a plus d'eau chaude dans le bâtiment. Pour les sanitaires notamment, mais bon, a priori, ça ne pose pas de problème, ni au personnel, ni aux usagers. Ensuite, donc je vous liste tout ça un peu dans le désordre, je suis désolée. On a des jeux vidéo à la médiathèque, donc toutes nos consoles sont en mode veille dès qu'il n'y a pas d'activité. Pour la salle d'études et la salle informatique, où nous avons des postes, des ordinateurs, elles restent éteintes, la lumière, et éteints les ordinateurs, on les allume à la demande, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'on allumait tous les ordinateurs systématiquement. Nous avons éteint aussi les opaques en doublon, donc il n'en reste plus qu'un par étage.
Et on a discuté avec le service informatique, puisqu'on voulait proposer d'éteindre les ordinateurs dans les bureaux, mais notre chef du service informatique nous a dit que c'était plus dommageable pour le matériel d'éteindre et de rallumer sans arrêt plutôt que de laisser en veille, et qu'il valait mieux jouer en fait sur la période de veille, donc la mettre la plus courte possible pour que ça se mette tout de suite en veille dès qu'on n'utilise pas. Donc, c'est un petit peu, c'est parfois un peu problématique parce que ça s'arrête vraiment très rapidement, mais bon, on prend le pli. Donc voilà, ça c'était un peu la liste de tout ce qu'on pouvait proposer nous au sein de la médiathèque sans travaux, des gestes en fait tout simples à faire tous les jours pour pouvoir économiser Excusez-moi, Frédéric, j'ai juste une Oui, petite question. Est-ce qu'on vous a dit que c'était dommageable aussi pour les ordinateurs de les éteindre tous les soirs? Ou c'est juste, voilà, si on ouais, ne s'en sert pas ouais. pendant 2 heures? Oui, oui, ils préféraient en fait qu'on mette en veille. Et de toute façon, nous après, je sais pas, on est sur un. Je me demande si le serveur, on est relié au serveur de la mairie, et je me demande si le serveur de toute façon ne ferme, enfin n'éteint pas. Enfin, je crois que les ordinateurs sont éteints à partir d'une certaine heure de toute manière. Mais nous, D'accord. on les éteint quand même quand on part. Hein. Ouais, nous, on Oui, les éteint quand même. oui. C'était dans la journée, en fait. Dans la journée, oui, d'accord. OK, Ouais, merci. c'est ça. Merci. Puisque comme on est en plage, comme on est très polyvalent, comme dans beaucoup d'endroits, j'imagine, voilà, on navigue pas mal entre les plages d'internes et de services publics. Donc, nos ordinateurs sont toujours un peu sous-exploités à certains moments dans la journée. Donc, dans ces cas-là, ils préféraient qu'on laisse en veille. Et donc ensuite, on passe plutôt à la liste des choses à faire avec travaux. Donc, je vous ai parlé des rampes d'éclairage. On a des rampes d'éclairage qui ne sont pas dissociées quand même. Donc là, j'avais demandé à ce que, par exemple, on allume l'escalier systématiquement pour des raisons de sécurité, et était couplé avec cet allumage un couloir qui n'a pas, lui, besoin d'être allumé tout le temps. Donc, j'ai demandé au service de voir s'il était possible de dissocier les rampes. C'est possible, et a priori, il va y avoir des travaux de fait dans ce sens. Évidemment, installer des éclairages à LED systématiquement. Mais nous, ça avait déjà été fait parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans un bâtiment relativement récent de 2018, et les services avaient déjà installé ce type d'éclairage à notre ouverture, en fait. Et pareil, la pose de détecteurs de présence dès que c'est possible. Donc, par exemple, chez nous, tous les sanitaires sont équipés de détecteurs de présence, voilà, dans les endroits où en fait il y a du passage régulier, mais pas systématique. Voilà, c'est d'installer ces détecteurs. Et donc, ça n'a rien à voir avec les… Juste, Oui. j'avais une intervention. Est-ce que justement, ce n'est pas une solution qui a été réfléchie pour certains rayonnages? Finalement, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui y va régulièrement et qui pourrait être allumé au moment où les gens rentrent dedans. Enfin, c'est une réflexion à la volée. Ouais. Ben, nous, c'est ce qu'on a fait du coup pour la salle informatique, hein, qui est ouverte et en libre accès permanent. Et puis la salle d'études. Donc, on a mis un petit papier à la porte en disant que c'était bien ouvert, parce que les gens, des fois, croient que lorsque c'est éteint, c'est une habitude, une mauvaise habitude, mais c'est éteint et du coup, ils croient que c'est fermé. Donc là, on a juste mis un petit papier sur la porte, un petit logo pour dire c'est bien ouvert, mais voilà, il faut allumer, c'est vous qui allumez et vous éteignez en repartant. Mais sinon, sur les rayonnages, nous, alors après, c'est comme disait Fanny, selon les locaux, comment ils sont faits. Nous, on a des grands plateaux, en fait, sans aucune cloison. Donc, c'est difficile d'éclairer dans certains endroits et pas d'autres. En fait. Et du coup, est-ce que c'est bien pris, on va dire, par le public? Parce que ça pourrait, effectivement, déjà, ils peuvent croire que c'est fermé, mais c'est vrai que ça ne fait pas forcément toujours très accueillant d'avoir un endroit où la lumière n'est pas… surtout là, on va arriver en hiver, si on ferme tard, parfois on est ouvert, il fait déjà nuit. Alors, après, on a peut-être, nous, un public qui est particulièrement sensibilisé à ça, mais chaque fois qu'on explique, il n'y a jamais de souci. Là où justement on a eu un petit peu peur, c'est justement les salles où nous on n'est pas en permanence derrière. Donc du coup c'est pour ça qu'on avait choisi la solution de mettre un petit papier style, vous savez, ce qu'on met sur les portes d'hôtel, en fait, voilà, dire bah voilà, vous pouvez rentrer, allumer, éteindre en sortant. Et a priori, nous, pour l'instant, tout passerait bien. Les seuls moments un peu plus difficiles, c'était plutôt cet été au niveau de la climatisation.
puisqu'on avait communiqué les années précédentes en fait, sur le fait que la médiathèque était un des seuls établissements publics de la ville qui était climatisé et que les gens pouvaient venir justement respirer un petit peu quand on était en période de canicule. Et en fait, du coup, cette année, c'était plus le cas. Même si on était à 26 degrés, ça paraît déjà pas mal, mais il faisait quand même chaud parce qu'on est un bâtiment récent, donc très vitré. Et du coup, voilà, on a beaucoup de soleil. C'est très agréable parce que c'est très lumineux, mais en période de fort ensoleillement, on monte tout de suite en température de manière assez exponentielle. Donc là, voilà, les seules réflexions qu'on a eues un peu désagréables, c'était cet été sur la chaleur qu'il faisait à l'intérieur de la médiathèque. Mais pour l'instant… Oui, il y a Bruno qui demande s'il y a eu une campagne de communication spécifique auprès du public. Non, non, on a fait sur Facebook, mais bon, Facebook, on sait bien qu'on ne touche pas tout le monde. Non, on le fait au quotidien, en fait. Mais il n'y a pas eu il n'y a pas eu pour l'instant de… Mais on n'est pas encore rentré trop dans le dur. Hein. Il faut quand même avouer. D'abord parce qu'il fait encore relativement chaud en région parisienne actuellement. Je pense que lorsqu'on sera au creux de l'hiver et qu'on sera à 19 degrés, ça va peut-être râler un petit peu plus. Oui, comme cet été. Alors, il y a une autre question de Aude. Alors, je ne sais pas si Fanny, tu pourras répondre. Donc, apparemment, il y a des grandes baies vitrées dans sa structure aussi. Est-ce que la pose de filtres solaires sur les vitres est utile? Oui, la première chose quand on a une grande baie vitrée et que le soleil rentre, c'est d'essayer même d'occulter, parce qu'en fait, une baie vitrée exposée au soleil, c'est comme un radiateur. Donc, si l'été, vous avez des taches de soleil qui passent par une baie vitrée et qui tapent sur le sol de la médiathèque, c'est comme un chauffage. Si vous mettez la main au sol, vous allez sentir le rayonnement du sol. Donc oui, les filtres solaires, ça peut marcher. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre un volet, alors l'idéal, c'est d'occulter par l'extérieur. Donc, d'avoir des volets ou des persiennes ou des choses comme ça par l'extérieur. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez essayer d'occulter par l'intérieur. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez effectivement poser des filtres solaires. Je l'ai vu à la médiathèque de Foix en Ariège, qui a posé ça. Pareil, ils ont des baies vitrées au sud, pas très grandes, mais bien exposées au sud. Et on avait regardé avec la médiathécaire, il y avait la fenêtre avec filtre solaire et un endroit où c'était ouvert. Et en touchant au sol, on sentait la différence entre les deux. Donc oui, ça peut être utile pour lutter contre l'apport énergétique. Et il y a aussi la possibilité de faire… il y a des filtres qui isolent pour le froid aussi. Je ne sais pas si c'est les mêmes ou s'il faut les changer entre été et hiver. Je n'ai jamais travaillé spécifiquement dessus. Mais ouais, le truc de très vitré, c'est souvent problématique. Je vous montrerai un petit exemple tout à l'heure. Mais on peut aussi avoir des choses, pour garder l'aspect vitré, c'est mieux de l'avoir à l'extérieur et du coup d'avoir des choses qu'on peut ouvrir et fermer. C'est l'idéal, quoi. D'avoir des espèces de stores, voilà. Mais bon, ça a un coût et selon la surface vitrée, ça n'existe pas toujours, quoi. Et je pense aussi dans les matériaux récents, alors moi je ne suis pas technicienne, mais je crois que nos vitres, nous, ont déjà des filtres justement, sont déjà équipés de filtres. Bon, après, ça ne fait pas tout, évidemment, mais c'est déjà… nous, on ne sent pas trop la chaleur lorsqu'on est derrière les verres, même si ça passe quand même. Il y a aussi d'autres questions sur les plus techniques. Hein, j'en reste sur les questions techniques. Sur les détecteurs, là, vous avez parlé des détecteurs de passage. Oui. Apparemment, il y a des détections abusives. Par exemple, un passage devant le couloir, dans le couloir devant un bureau, allume la lumière du bureau, du coup. Voilà. Et il y avait autre chose sur les détecteurs tout à l'heure. Est-ce que ça ne coûte pas plus si le détecteur détecte en permanence? Ça, peut-être que Fanny, tu sais aussi. Je ne sais pas précisément, j'ai vu passer cette question que je trouvais intéressante parce que ça montre qu'on rentre vite dans des choses très, très techniques. Alors qu'en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce que nous présente Frédéric, c'est qu'il y a aussi une grande part qui est de l'usage, qui est de dire, vous savez quoi, cette lumière, vous allez l'allumer avec votre petite main, vous allez appuyer sur le petit interrupteur et éteindre en sortant. Et ça ne demande aucune installation, c'est réversible instantanément et la question ne se pose pas. Donc, je pense qu'il y a des situations où les détecteurs peuvent être une bonne réponse, mais je pense qu'il y a beaucoup de situations où un détecteur hyper performant, c'est nos yeux et notre perception de la température et du besoin qu'on a. Donc, ça répond un peu à côté, mais le problème d'installer des détecteurs, c'est effectivement que ce n'est pas facilement réversible. Et donc, ce qui est intéressant, c'est déjà de faire des expérimentations légères qui ne demandent pas de travaux et où on peut se dire, je teste pendant une journée, une semaine, un mois, et j'ajuste, et ensuite, si on a besoin d'un détecteur, on le mettra en place.
Oui, et puis Alors, c'est peut-être à installer pas dans les zones où il y a beaucoup de passages, enfin voilà, où ça rentre et ça sort simplement. Nous, c'est uniquement dans les sanitaires en fait. Il y et a la question des détecteurs aussi, ça se règle, hein, même si on n'en Oui, reçoit c'est pas ça. tout. Mais s'il y a des détections abusives, c'est qu'il y a un problème de réglage aussi, hein. Ouais, je Ça se pense. règle. Ouais. Il y a une autre question, et vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, Frédéric, en termes de sécurité, en fait, de sécurité, incendie, accessibilité, etc. Mm. Si on n'éclaire pas, est-ce que ça pose pas un problème en termes de sécurité des personnes, en fait? Alors, moi, je viens de passer en commission de sécurité, justement. Alors, nous, c'est nous qui avons décidé pour l'éclairage de l'escalier, qui est en fait une cage d'escalier vraiment basique, où il y a assez peu de sources de lumière. Donc, on trouve que pour un usage correct, c'est nécessaire d'avoir une lumière. Mais personne, le pompier en commission de sécurité, personne m'a dit, là, il faut que ça reste allumé, là, il faut que ce soit éteint. Je ne sais pas si ça... Comme je pense que c'est du bon sens, quoi. Voilà, c'est ça. On voit si c'est dangereux ou pas. Et a priori, moi, enfin, le pompier en commission de sécurité m'a pas dit là, il faut que ce soit éclairé, là, il faut pas. Donc, je ne sais Dans pas les ça. situations vraiment sensibles, de toute façon, ils mettent des éclairages de secours avec des Oui, lumières c'est ça. rouges. Enfin, donc, Mm. je pense s'il n'y a pas de ce genre de choses, c'est que c'est pas dangereux. Non, je pense pas non plus. Alors, il y a d'autres questions? C'est Alors, je bon, crois que pour l'instant, il y a c'est des bon. informations, mais Très ça bien, pourra attendre, ça pourra attendre très bien. après pour les informations. Merci, Frédéric. Et du coup, pour terminer, après les actions qu'on pouvait mener, mais qui nécessitaient des travaux, donc bon, j'ai parlé des rampes d'éclairage dissociées, les éclairages LED, les détecteurs, et là, en fait, oui, c'est ça, ça n'avait rien à voir avec l'électricité, le chauffage, mais on a constaté, nous, dans nos sanitaires, qu'on avait des robinets, on a des robinets classiques hein, à levier. Et ça nous est arrivé plusieurs fois, peut-être parfois une journée après au sous-sol, parce qu'on a des salles au sous-sol aussi municipales, de constater que le levier était resté allumé. Si ça se trouve, ça coulait depuis 3 jours. Donc, j'en ai profité du coup pour demander des temporiseurs aussi sur les robinets. Et ça a été accepté tout de suite. Et là, ça y est, tous nos robinets ont été changés avec temporiseur, donc comme dans les écoles, hein, on appuie et puis ça coule un petit moment. Mais bon, voilà, c'était aussi pour l'eau, voilà, qui était aussi, je pense, il y avait un petit peu de gaspillage de ce côté-là, c'était pas mal non plus. Voilà, donc voilà un peu la liste de tout ce qu'on a proposé, nous, à la médiathèque. On a aussi, je ne l'ai pas mis là parce que c'est un peu en réflexion, on a une télé qui passe en permanence, qui affiche nos animations. Pour l'instant, on l'a éteinte, mais on va peut-être être obligé pour des raisons de communication croisée avec d'autres établissements de la rallumer. Mais bon, voilà, ça, c'est des petits détails. Mais comme disait Fanny, de toute manière, à notre niveau, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Ce sont des gestes de bon sens, je pense. Et qui ont quand même des résultats, hein, puisque le retour, alors je n'ai pas précisé, nous sommes un bâtiment récent, dans un bâtiment récent, mais nous n'avons pas de compteur personnalisé au bâtiment. On est couplé sur d'autres bâtiments de la ville qui sont à côté de nous. Du coup, ça aussi, c'était une réflexion de notre DGS suite à la réunion, c'était de dire qu'il allait falloir installer. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas dans l'immédiat parce que c'est un investissement assez important, mais installer des compteurs pour chaque structure municipale afin que nous puissions tous, nous, chaque responsable, nous puissions tous constater et surveiller la consommation en direct. Voilà. Donc pour J'avais une l'instant, question. pardon. Oui, j'avais une question comme je constate que c'est 19 qui a été choisi dans les espaces publics, mais Oui. moi j'avais vu les recommandations voilà, au niveau national de bâtiments à 18 degrés. Je me suis dit, à 18 degrés immobile dans une bibliothèque, ça va quand même commencer à être difficile. Vous n'avez pas eu de demande de la part du DGS à ce niveau-là? Non, pour l'instant, non. Déjà, D'accord, 19, on l'a testé quand c'est il a dur. commencé à faire un petit peu plus frais, parce qu'on a une partie du bâtiment qui est en fait un bâtiment historique qui a été intégré au nouveau bâtiment. Et dans ce bâtiment, il y a beaucoup d'humidité. Et c'est là où nous avons nos bureaux.
Et on a déjà passé plusieurs journées là, à 19 degrés et on commençait déjà à avoir le bout des mains froid. Donc, du coup, on s'est dit que cet hiver, quand il n'y aura pas l'inertie en plus des chauffages pour chauffer vraiment à 19, j'ai acheté des mitaines, qu'on allait avoir froid. Pour l'instant, on est resté sur 19, mais évidemment, de toute façon, pour en revenir justement aux économies qu'on a déjà réalisées, on avait déjà vu cet été que ça avait déjà fait baisser la consommation avec le peu qu'on avait fait. Là, on a un retour sur le mois de septembre, puisqu'on a eu notre comité directeur la semaine dernière et donc on a un retour. Il y a quand même eu des baisses, une baisse assez intéressante puisque pour un mois de septembre normal, c'est 50 000 euros minimum de consommation et là, en faisant tous des efforts, on était passé à 30 000 euros. Donc déjà, ça faisait baisser un petit peu, mais évidemment, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas encore vraiment rentré dans le dur. Et il se peut, on sait, de toute façon, on sait que les économies qu'on va faire ne seront pas suffisantes pour pallier aux augmentations de fluides. Et bien sûr, on s'attend à ce qu'il y ait des demandes d'efforts supplémentaires dans les mois à venir. Mais bon, pour l'instant, on en est là. Moi, je trouve ça Pas super. de demande de fermeture? Non, de changement ça, il d'horaire? n'a pas été question, ce n'est pas du tout la politique, même pour la piscine. Et nos collègues de la piscine municipale font de gros efforts. Ils baissent les températures des bassins assez significativement. Et malgré tout, pour l'instant, le désir de nos élus, c'est que tout reste ouvert. Il y a une question d'Héloïse. Avez-vous revu votre politique en matière de numérique? Réduction des parcs tablettes ou liseuses, sensibilisation à l'impact carbone du streaming vidéo, si vous avez une proposition d'une offre de ressources en ligne? Pour l'instant, non, parce que de toute façon, nous, toutes les ressources en ligne, c'est les gens qui le font de chez eux. On n'a pas on n'a pas de point pour qu'ils le fassent dans la médiathèque. Donc, vraiment, les ressources en ligne, c'est vraiment les gens qui font ce qu'ils veulent. Donc là, on n'a aucun contrôle. Et ensuite, pour l'instant, non, on n'a pas agi là-dessus, à part, je disais, les ordinateurs qu'on allume qu'à la demande et plus systématiquement. Mais ce sera effectivement à réfléchir s'il faut qu'on pousse la réflexion encore plus loin et essayer de faire des économies encore plus. Oui, tout à fait. Je partage juste un commentaire de Marie qui, depuis plusieurs mois déjà, ils font les mois de l'éco-communication, diffusion sur Twitter des conseils numériques de l'ADEME, paramétrage d'Ecosia au lieu de Google sur les ordi publics. Dans le cadre de l'engagement neuf, nous sommes éco-responsables des services publics. Il y a Fabienne aussi qui dit que chez eux, les bibliothèques vont fermer à partir de novembre un jour supplémentaire. Ça, c'est bien dommage. Et il est 11h45, on est pile dans les temps, mais est-ce qu'on a encore un peu de temps pour les questions ou les partages, Fanny, ou est-ce qu'il faut qu'on continue, qu'on enchaîne sur la partie chauffage du coup? Est-ce que Frédéric, vous êtes allé au bout de ce que vous voulez? Pas tout à fait, mais j'en ai Alors, juste allez-y. 2 secondes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, prenez le temps, c'est super intéressant de vous écouter. Donc, prenez-vous votre temps. Donc voilà, une des conclusions, c'était la nécessité d'avoir des compteurs quand même pour pouvoir surveiller vraiment régulièrement. Et puis, effectivement, c'est ce qu'on disait, ce sont des petits gestes, mais on contribue chacun à notre mesure. Et puis, on voit les résultats et voilà, on sait même si ce n'est pas suffisant. Voilà, c'était juste la conclusion. Je pense que je n'avais pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que il y a beaucoup de questions sur le télétravail, je sais, puisque nous, les DGS nous ont proposé, la DGS nous a proposé effectivement de peut-être faire plus de télétravail, mais enfin, ça ne fait rien à la consommation d'énergie globale, puisque si on télétravaille, on consomme chez nous au lieu de consommer sur le lieu de travail. Ça fait juste des économies sur la collectivité. Et pour notre part, en fait, l'économie, c'était pas possible le télétravail, puisqu'on est en sous-effectif comme dans beaucoup d'endroits, et que c'était pas possible. Donc, voilà, il n'y avait pas de télétravail possible, ni pour l'instant de fermeture. Voilà, je crois que j'ai terminé. Super, merci, c'était très intéressant. Merci. Vraiment. Et oui, alors il y a Fabienne qui précise que du coup, sur son réseau de 15 bibliothèques, il n'y en a qu'une seule qui a décidé de fermer un jour supplémentaire. Effectivement, c'est mieux que... Mais bon, voilà. Du coup, Fanny, je te laisse la parole pour la suite. Merci encore. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ouais, merci beaucoup Frédéric, parce qu'on voit vraiment la variété de choses qu'on peut faire avec travaux, sans travaux. Je trouve que ça encourage. Et passer de 50 000 à 30 000 euros, c'est quasiment 50%
de coupe, c'est vraiment très significatif. Je partage avec vous un document que m'a envoyé une collègue de la médiathèque de Colombes, qui va vraiment dans le même sens. Ils ont mis vraiment sur le même genre de besoin en place un plan, alors qui est en cours de validation, pour éteindre systématiquement les lumières des espaces pendant les temps de fermeture, parce qu'en fait, il y avait des moments où ça restait allumé alors que la bibliothèque était fermée. Diminuer l'éclairage dans les bureaux et les espaces publics, même approche, une dalle sur 2 allumée, avec des détecteurs de présence, et avec l'idée que ça peut faire un bénéfice croisé pour les personnes qui peuvent être sensibles ou vulnérables au trop de lumière, notamment les personnes qui peuvent être psychologiquement fragiles, un certain nombre de troubles psychologiques qui peuvent être très sensibles à ça. Donc, on peut avoir un bénéfice associé. Et puis, vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais sur le numérique, il y a beaucoup de choses à faire. Sur le numérique, comme sur le chauffage, il y a une question dans le chat là-dessus. Il y a aussi beaucoup de... Alors, je ne sais pas si c'est des légendes urbaines, des idées reçues, ou en tout cas des certitudes qui sont « Ah, mais éteindre l'ordinateur, ce n'est pas bon pour lui. Éteindre le photocopieur, ce n'est pas bon pour lui. Si j'éteins le chauffage, ça va prendre plus de temps pour remonter en température. » Et en réalité, moi, je crois qu'il n'y a pas une réponse unique et je ne crois pas que ça soit la vérité dans toutes les situations. C'est des choses qui peut-être seraient intéressantes d'aller questionner, d'aller tester, en fait, de se dire, OK, sur un week-end, si on coupe, il se passe quoi le lundi, et de mesurer, par contre, de vraiment regarder, d'avoir un compteur si on peut, si on en a un, et de regarder quelle est la consommation en kilowattheure, en mètres cubes de gaz ou autre, de peut-être questionner des certitudes qu'on peut avoir. Donc voilà, ils sont sur le même type d'approche. N'allumer les ordinateurs accessibles au public qu'à la demande et pas les allumer par défaut en attendant qu'un jour ils soient utilisés, mais diminuer. De même, pour les catalogues, certains postes sont moins utilisés, donc éventuellement envisager de les éteindre, etc. À nouveau, je ne regarde pas ce qu'il y a dans le chat, donc si jamais vous voulez intervenir, vous me faites signe et vous prenez la parole. Un autre exemple en Bretagne, dans le Finistère, et je trouvais intéressant parce que c'est une petite bibliothèque avec relativement peu de moyens. Et donc là, des rampes néons qui étaient installées ont été remplacées par des pavés lumineux. Et donc là, la puissance installée a diminué par 2. Donc avec le même nombre d'équipements, de dalles, simplement, c'est 2 fois moins consommateur. Et ils ont groupé ça avec des détecteurs de présence, mais aussi de luminosité. Parce qu'en fait, un détecteur de présence, il va parfois s'allumer alors qu'il n'y a pas de besoin parce qu'il fait déjà très lumineux. Donc, ça peut être intéressant aussi d'avoir la deuxième variable, de se dire, bah non, là, il fait suffisamment jour. Je suis dans une pièce, là, tout de suite, où il y a 10 néons allumés, il n'y a pas d'interrupteur dans la pièce, je ne peux pas éteindre les néons, alors que tout est vitré, qui fait hyper lumineux. Donc, il y a plein d'endroits où, en réalité, même quand il y a quelqu'un, il n'y a pas besoin d'allumer parce qu'on y voit suffisamment. Par ailleurs, on aura aussi un bénéfice l'été, parce que l'éclairage, notamment quand il n'est pas LED, il dégage de la chaleur, et c'est notre deuxième radiateur en intérieur après la baie vitrée. Je vous donne un exemple de ce qu'on peut faire dans un monde idéal, juste pour se dire que ça existe. On est bien d'accord qu'on ne va pas raser nos bibliothèques pour refaire des bâtiments comme ça, mais une médiathèque au Québec qui a ouvert en 2014, qui est entièrement autosuffisante, parce que vous le voyez, le toit est couvert du côté qui est bien exposé, entièrement couvert de panneaux solaires. Le bâtiment a été conçu pour être naturellement ventilé, naturellement ensoleillé pour que la lumière rentre, etc. Donc, il est volontairement d'une forme un peu allongée pour que ça ventile, etc. Ils ont fait le choix à l'intérieur de couleurs soit blanc, soit jaune et clair et lumineux pour que ça limite le besoin d'apport supplémentaire en luminosité. Donc, beaucoup de fenêtres et des couleurs très claires. Vous voyez, pour le sol, pour le plafond, pour le mobilier, tout est de couleurs claires pour limiter le besoin d'éclairage complémentaire. Et un petit truc que j'ai trouvé tout bête, mais en fait, ça vaut le coup de le rappeler, c'est que si vous disposez vos rayonnages de manière perpendiculaire à votre apport de lumière extérieure, vous cassez l'entrée de lumière. Donc, les rayonnages, l'idée, c'est de les positionner plutôt perpendiculaires aux baies vitrées pour que la lumière rentre partout et que vous n'ayez pas besoin de rajouter d'éclairage artificiel. Un autre exemple à Bordeaux, d'une médiathèque qui est alimentée par des panneaux photovoltaïques qui ont été installés sur le toit de l'école voisine. Donc là, on n'est pas sur des mesures qui permettent forcément de réduire, mais de se rendre autosuffisant, de limiter le recours au système électrique. Et donc, ça peut jouer sur les factures. Il y a un gros investissement à la base, mais qui peut être récupéré derrière. Et là, donc, c'est toute l'école qui a été couverte de panneaux solaires et ça alimente l'école et la bibliothèque. En sachant juste quand même que la bibliothèque Mériadec de Bordeaux, c'est une des plus grandes de France. Vous avez vu, 27 000 mètres carrés, qui ne sont pas tous ouverts au public, mais c'est vraiment un très gros bâtiment. Alors, je continue avec le chauffage. Je surveille l'heure en même temps. Juste pour vous dire, je ne vais pas forcément vous faire des apports très techniques. Je ne vais pas vous dire comment régler votre chaudière ou les thermostats ou autres. Je vais essayer de vous proposer
de se dire qu'on a des modes de fonctionnement, des habitudes de pensée par rapport au chauffage et que peut-être on peut les interroger. La première, c'est effectivement, aujourd'hui, notre manière de concevoir le chauffage, c'est que la température de l'air doit être de 19 partout. On mesure la température de l'air, on a des petits thermomètres, des thermostats ou autres, et on se dit ça doit être 19 et ça doit être partout. Alors, première question, à votre avis, parce que effectivement, on a maintenant ce décret, on insiste en ce moment sur ce décret qui dit la température recommandée est de 19. Est-ce que vous avez une idée, avant ce décret, de la température maximale recommandée? Et, si vous voulez, vous pouvez le mettre dans le chat et je vais regarder ce que vous nous dites. 21, 21, ok. D'autres avis? Tout le monde est sur 21. Eh bien, en fait, cette température de 19 degrés, elle date de 1974. Et avant ça, c'était plutôt plus froid. Les températures observées, recommandées, ça a progressé depuis, on va dire, la fin du 19e siècle, puis la première moitié du 20e siècle. On était plutôt à des recommandations entre 16 et 18 degrés. Donc, 19 degrés, je rappelle que ce n'est pas un minimum, c'est un maximum. Et qu'en gros, en ce moment, ce qu'on dit, c'est une température comprise entre 18 minimum et 19 maximum. Et ça, c'est en fait des recommandations pour limiter la consommation. Ce n'est pas forcément des recommandations liées à des questions de santé publique ou autre. C'est plutôt une norme, une espèce de données statistiques qui disent, bon, bah, si on en est là, on est à quelque chose d'acceptable entre le coût de construction, le coût de consommation d'énergie et le confort humain. Voilà. Mais ça va varier beaucoup d'un bâtiment à l'autre. Donc voilà, juste pour te rappeler que, les 19 degrés, c'est un plafond qui existe depuis très longtemps, qui n'est appliqué nulle part, et ce n'est pas un plancher, et qu'avant ça, c'était beaucoup moins. Je n'arrive pas à avancer. À nouveau, une petite question. À votre avis, si je veux baisser ma consommation d'énergie liée à mon chauffage, donc aujourd'hui, dans vos bâtiments, tels qu'ils sont, sans travaux, vous avez 3 possibilités de baisser la consommation d'énergie avec 3 leviers différents. À votre avis, lesquels? Est-ce que quelqu'un a une idée? Isolation, on fait des travaux. Thermostat, donc baisser la température de commande, effectivement, c'est un des leviers, mais il y en a 2 autres. Mutualiser les bureaux, ok. Mieux isoler, on revient sur des travaux. Mettre un pull, très bien, le col roulé. Ok, donc beaucoup de choses sur le thermostat, sur le fait de baisser la température. Ouais, le télétravail, réduire les bureaux, des choses comme ça, en fait, ça fait partie d'une stratégie qu'on pourrait dire ne pas chauffer partout et ne pas chauffer tout le temps. Donc voilà, les 3 leviers sur lesquels vous pouvez agir tout de suite, c'est se dire, effectivement, je vais baisser ma température de consigne. Si j'étais à 21, je vais passer à 19. Mais aussi, je ne suis pas obligée de chauffer tout le temps et je ne suis pas obligée de chauffer partout. Et du coup, si je chauffe moins chaud, moins de mètres carrés et moins d'heures, ces 3 leviers-là, ça va me permettre de baisser mes consommations. Vous me suivez jusque-là? Je vous donne quelques exemples sur le côté de ne pas chauffer tout le temps. Donc, je reviens sur ce plan d'action de Colombe. Il y a des choses qui ont été évoquées déjà dans ce qui a été dit par Frédéric à l'instant. Ne pas chauffer tout le temps, pour eux, c'est aussi reporter la date, décaler la date d'ouverture, d'activation du chauffage. Je pense que vous êtes très, très nombreux à être dans cette configuration-là, à se dire, avant, on allumait automatiquement à telle date, on va le repousser. Il se trouve qu'en plus, en ce moment, on a la 6e vague de chaleur de l'année, donc c'est plutôt favorable d'un point de vue du chauffage. Donc voilà, ne pas chauffer tout le temps, ça peut être chauffer sur une période de temps moins longue. Ça peut être aussi ne pas chauffer quand on est dans le bâtiment. Donc, eux ont choisi de réduire à 16 degrés en dehors des horaires de présence des agents. Et là-dessus, un petit point, j'ai pensé à ça aussi quand Frédéric faisait sa présentation. Quelqu'un a dit on arrête, je ne sais plus ce que c'était, on arrête en partant. Et en fait, on pourrait, de la même manière qu'on se dit il faut que ça remonte en température avant qu'on arrive dans le bâtiment, on pourrait très bien imaginer de couper le chauffage un peu avant l'heure où on ferme la bibliothèque. Parce qu'il y a cette inertie du chauffage et du bâtiment qui existe. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez tester, de vous dire, on ferme à 18 h. Qu'est-ce qui se passe si on éteint le chauffage à 17 h 30? Et si c'est tenable, à 17 h, et ainsi de suite. Parce que le bâtiment a probablement suffisamment d'inertie et qu'au moment où on part, où on va être en plus un peu en activité, à tout éteindre, à tout fermer, à faire le tour du bâtiment, etc., on a un peu moins besoin peut-être d'un apport thermique. Ça peut être aussi effectivement travaillé par le télétravail qui peut permettre de se dire les jours où je n'ai pas d'ouverture au public, peut-être que là, je peux chauffer moins mon bâtiment.
est-ce que je regarde s'il y a des questions? Oui, pardon, je continue et je prendrai toutes les questions après, sinon je ne vais pas y arriver. Ne pas chauffer partout. C'est aussi l'idée qu'on n'a pas forcément besoin de la même température partout. Effectivement, la réserve, le magasin de livres, les couloirs, les sanitaires, etc., on n'a pas les mêmes besoins que l'espace lecture, l'espace tout petit, les collègues à la borne d'accueil, les endroits où on est statique, etc. Donc, pour les usagers, entre l'espace où on se pose pour lire et les rayonnages dans lesquels on circule, on n'a pas les mêmes besoins. Après, vous n'avez pas forcément la possibilité, vous, aujourd'hui, de piloter le chauffage différemment, parce qu'à nouveau, notre approche du chauffage aujourd'hui, c'est je chauffe partout, et je chauffe partout pareil. Je chauffe tout à 19. Et je n'ai pas toujours les moyens de moduler. Mais si je les ai, ou si je les avais, ou si je me les donnais, je pourrais imaginer que certains espaces où je ne fais que passer, je n'ai pas forcément besoin qu'ils soient chauffés autant que les endroits où je suis statique et où je suis longtemps. De même pour côté bibliothécaire, entre une borne où je vais être assis et statique pendant un temps assez long et des moments où je suis plutôt en activité, où je manipule des livres, je suis debout, je pousse un chariot, etc., je ne vais pas du tout ressentir la température de la même manière parce que je n'aurai pas les mêmes besoins. Donc, à Colombes, une idée que je trouve intéressante aussi, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas, pour l'hiver, se rapprocher et mutualiser des bureaux? Plutôt qu'être un par bureau et chauffer 12 bureaux, est-ce qu'on ne peut pas être 2 par bureau et chauffer 6 bureaux? Et on retrouvera nos bureaux à l'été où on aura bien moins besoin d'être les uns sur les autres. Un exemple que j'aime bien, c'est cette bibliothèque universitaire au Danemark. Donc, Aarhus, si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la googler. C'est une bibliothèque complètement incroyable, qui a reçu d'ailleurs un prix international de bibliothèque il y a quelques années. Et ils ont un petit espace comme ça, jardin d'hiver, qui est un mix entre l'intérieur et l'extérieur, qu'ils ont décidé de ne pas chauffer. Et donc, en contrepartie, ils mettent à disposition des plaids en peau de mouton. Personnellement, j'aime beaucoup le concept, je suis assez fan. Et le troisième levier, c'est donc je peux baisser ma température de commande. Je peux réduire à 19 degrés dans les espaces publics et les bureaux. À nouveau, 19, c'est la loi depuis très longtemps, c'est un maximum. On peut imaginer d'aller en dessous, à condition de mettre en place les moyens pour que ce soit confortable et agréable. Je vais juste regarder si là-dessus, il y a déjà des questions ou des échanges avant de passer à 2 autres points. Il y a des échanges, il n'y a pas tellement de questions, mais il y a des échanges. Super. Bruno dit un appareil de gestion technique centralisé du chauffage permet de piloter et d'anticiper la régulation de la température. Il est plus ou moins présent selon les tailles des bibliothèques, c'est ça, et on ne sait pas combien ça peut coûter. À Argenteuil, il prête des plaids. Ouais. Mais paraît-il que le prêt de plaid nécessite une surveillance hygiénique, lave-linge, etc., car une bibliothèque avait eu de la gale dans ses plaids. Tout à fait. Il y a des plaids aussi dans une bibliothèque universitaire chez Roxane. Je ne sais pas où c'est du coup. Mais... Alors, sur la partie... Question, pardon. Il y a une question d'Héloïse. Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà testé un système de gestion technique du bâtiment? Est-ce que c'est complexe ou pas? Est-ce que ça permet de dissocier les espaces finement? Mais donc, c'est en Alsace qui prête les plaids. Alors, moi, je n'ai pas testé directement, mais je sais que la BNF l'a mis en place et avec des résultats très spectaculaires en termes de baisse de leur consommation. Par contre, c'est une énorme machine. Donc, ça, c'est une solution intéressante pour les gros bâtiments avec des gros espaces, des gros volumes, etc. Mais effectivement, la BNF avait publié, j'essaierai de vous le retrouver et de vous le mettre dans les ressources que je vous enverrai. Ils ont publié un bilan là-dessus qui montrait vraiment une baisse, je crois que c'était de l'ordre de 50%. C'était vraiment phénoménal. Je continue parce que la thématique plaid, on va y venir, elle est à mon avis complètement essentielle. Un petit mot, Frédéric l'a évoqué, c'est effectivement très important. L'eau chaude sanitaire, c'est un point où on peut faire des économies énormes avec finalement très peu d'efforts parfois. C'est souvent, en tout cas au niveau de l'habitation individuelle, c'est souvent le deuxième poste de consommation d'énergie fossile après le chauffage. Donc, ça peut être vraiment intéressant de regarder. Et donc là, c'est pareil, il y a plein de leviers différents selon ce qui est acceptable pour vous, ce qu'il est possible techniquement de faire, etc. La première qui est radicale, c'est couper l'eau chaude. Et d'ailleurs, Frédéric, est-ce que vous avez des retours là-dessus? Est-ce que des gens se plaignent? Est-ce que ça pose problème ou pas?
Pardon, je n'arrivais pas à appuyer pour... non, a priori non. Et puis en plus, là, c'est quasi irréversible parce qu'ils ont vraiment complètement arrêté les chauffe-eau. Voire même quand ils pouvaient, ils ont essayé de les démonter. Mais enfin bon, on leur a dit, oh là, quand même doucement. Mais non, non, a priori, de toute façon, le peu de temps que les gens utilisent pour se laver les mains en sortant des toilettes, c'était pas... Ça a râlé un petit peu plus auprès des collègues pour la vaisselle, puisqu'on a une salle de repos. Mais non, franchement, on s'y habitue. Il y a pas, enfin, en tout cas, au niveau du public, aucun problème. Par rapport à la vaisselle, parce que nous, en fait, on a un bâtiment tellement ancien que, en fait, on a de l'eau chaude, mais elle met tellement longtemps à venir qu'on fait Oui. toujours la vaisselle à l'eau froide. Et du coup, ça, c'est une question technique plus pour Fanny. J'ai un collègue qui, du coup, fait bouillir de l'eau utilise la bouilloire pour pouvoir faire sa vaisselle à l'eau chaude. Est-ce que, au final, est-ce que c'est très énergivore ou pas, en fait, finalement, Alors, de faire bouillir de l'eau pour pouvoir faire sa vaisselle? depuis que j'ai installé mon petit capteur EcoJoco, je vois que ma bouilloire consomme quand même pas mal, effectivement. Mais je pense que entre allumer l'eau chaude, attendre, déjà, il y a la perte de l'eau, toute l'eau froide qui est perdue, qui souvent est perdue, n'est pas récupérée. Et le fait que votre eau, donc, il faut que tout le tuyau se remplisse d'eau chaude pour que l'eau chaude arrive à votre robinet. Donc, si votre générateur d'eau chaude, si votre ballon, il est loin, vous avez énormément de gaspillage d'eau, déjà. Et ensuite, une fois que votre eau est chaude et que vous coupez, toute la longueur du tuyau, il est plein d'eau chaude, qui, si ce n'est pas utilisé derrière, va refroidir. Donc, en fait, vous avez aussi du gaspillage d'eau chaude, donc de chaleur, de manière importante. Donc, ça va dépendre de plein de facteurs. Comment est faite votre eau chaude? Est-ce qu'elle est loin ou pas, etc. Moi, je suis passée à ça aussi. J'essaie de limiter l'eau chaude à la maison et je fais à la bouilloire et je fais ma vaisselle à la bouilloire parce que c'est loin, que c'est un truc au gaz qui, du coup, se déclenche à la demande, etc. C'est vraiment à ajuster au cas par cas. Mais je crois que si on arrive à couper l'eau chaude dans tout un bâtiment et que la contrepartie, c'est qu'une fois par jour, quand on fait la vaisselle, on fait chauffer une bouilloire, j'ai l'intuition qu'on y gagne, mais ça mériterait d'être interrogé quand même. Si on ne peut pas couper l'eau chaude, on peut faire d'autres choses. On peut baisser la température. Parce qu'en fait, très souvent, on est dans des situations un peu paradoxales, qui est qu'on va chauffer l'eau très très chaud, et du coup, on va la mélanger avec de l'eau froide pour avoir une température acceptable à la sortie. Alors là-dessus, attention, selon est-ce que c'est un ballon, est-ce que c'est du chauffage instantané par le gaz ou autre, il y a des questions de normes, parce que l'eau qui reste chaude et qui croupit un peu dans le ballon, ça peut créer des germes, donc, des bactéries, etc. Donc là-dessus, attention à ce qu'on fait, on s'assure de ne pas faire n'importe quoi. Mais même en étant... Je fais un aparté d'ailleurs à ce sujet, l'eau froide, même quand on fait tout en eau froide, il faut une surveillance accrue puisqu'il y a le problème de la légionellose qui disparaît qu'à partir d'un certain nombre, enfin qu'à certains degrés. Et du coup, lorsqu'on passe en toute eau froide, il faut surveiller ça plus régulièrement. Du coup, nous, les services techniques sont en alerte. Ok, intéressant. Mais chez moi, je me suis rendu compte que ma chaudière, elle chauffait très chaud, au-dessus de la norme, et je suis redescendue à la norme, et ça me permet d'utiliser moins d'énergie pour une eau que de toute manière, je vais mélanger avec de l'eau froide. Donc, ça peut être un levier d'action. Isoler le ballon d'eau chaude et les conduites, si c'est un ballon électrique, par exemple, c'est des choses, ça s'achète, c'est une housse qui se met sur le ballon et qui permet d'éviter qu'une partie de la chaleur de l'eau, elle parte directement dans votre local technique. Et que, du coup, on a besoin de moins d'électricité ou de moins d'énergie pour garder l'eau à température. De même, les conduites, si vous avez des tuyaux qui traversent votre bâtiment pour amener de l'eau chaude et que ces tuyaux, en fait, ils répartissent la chaleur un peu partout dans les... Alors, dans les murs, on ne pourra rien faire, mais on le voit souvent courir le long des murs ou sous les plafonds. C'est des choses qui peuvent être isolées et où, du coup, alors, pareil, il faut le faire par des pros, hein, attention aux normes de sécurité, mais on peut gagner de l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau. On peut couper, mais pas partout. On peut se dire, je garde de l'eau chaude pour la vaisselle, mais je coupe ailleurs. Attention, ça ne fera pas forcément des grosses économies parce qu'en fait, si vous avez un ballon qui chauffe l'eau en continu, il chauffe l'eau en continu. Donc, à nouveau à nuancer. Et puis, on peut travailler à sensibiliser les usagers et à voir avec eux comment adopter de meilleures pratiques. L'eau chaude, c'est un levier intéressant. Je vous encourage à le regarder et à voir ce que vous pouvez y faire. Je continue. Un petit point sur, on s'est dit comment apporter de la chaleur, ou plutôt comment limiter l'apport de chaleur. Mais il y a une deuxième question, c'est comment est-ce qu'on conserve la chaleur? Parce qu'effectivement, si tout ce qu'on chauffe s'en va aussi sec, c'est assez peu efficace. Donc, une question pour vous, à nouveau, et vous avez déjà donné plein d'éléments de réponse. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'isolation très vite et sans travaux? Pas d'idée? Personne? Fermez les portes. Alors oui, tout simplement, fermez les portes, fermez les fenêtres. Des rideaux thermiques, ok.
Alors, moi, je vous propose une autre piste encore plus facile, qui est de changer d'échelle d'isolation et d'arrêter de se dire qu'on a besoin d'isoler le bâtiment, parce qu'en fait, ça nous est un peu égal que le bâtiment est chaud. Ce qui nous importe, c'est que les personnes aient chaud. Et donc, on peut améliorer l'isolation, non plus au niveau du bâtiment, mais au niveau de la personne. Alors, j'envoie cette photo, c'est une organisation professionnelle qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, et les employeurs ont décidé d'investir dans l'isolation des salariés, et non pas d'investir dans l'isolation du bâtiment. Et donc, ils ont acheté de très beaux plaids en lin, fabriqués dans les Vosges, etc., un par salarié, pour que les salariés soient isolés du froid. Mais vous voyez qu'ils ont des fenêtres anciennes ici, donc ça doit être probablement une passoire thermique au niveau du bâtiment, mais le salarié est isolé du froid. Et en isolation, attention aux ponts thermiques. Une habitude qu'on a quand on a l'impression d'avoir froid, c'est qu'on va renforcer, on va mettre un pull, en gros. Bon, déjà, je ne sais pas vous, mais moi, je vois très, très souvent en hiver des gens qui travaillent en manches courtes parce qu'il fait trop chaud dans le bâtiment. Donc, la première chose, c'est évidemment de se couvrir, mais aussi de faire attention. Et on a tendance à sous-estimer l'importance des jambes et des pieds. Donc, si vous voulez, vous, trouver du confort thermique dans vos bâtiments quand vous travaillez, j'ai plein de retours de collègues qui me disent « mais mon bureau est froid au nord, etc. » Donc, isolez-vous et couvrez-vous les jambes et couvrez-vous surtout les pieds aussi. Vous pouvez aussi faire attention à tout ce qui va capter votre chaleur, donc par contact ou par rayonnement. La première chose, c'est est-ce que les murs de votre bureau ou de votre bibliothèque donnent une sensation de froid. Il y a plein de matériaux, si on a parfois la pierre, etc., qui rayonnent de manière froide, c'est-à-dire qui pompent votre chaleur. Et donc là, ça peut être très intéressant de s'isoler du mur par un rideau. Vous savez que dans les châteaux forts au Moyen-Âge, qui n'étaient quand même pas géniaux en termes d'isolation, il y avait des tapisseries au mur. Et le but de cette tapisserie, c'était tout simplement de couper cette sensation de rayonnement froid qui vient du mur, qui vient de la pierre quand elle est froide. Donc, si on n'a pas les moyens de faire des grands travaux, on peut déjà couper cette sensation de froid par le fait de couper le rayonnement qui vient des parois et qui vient du sol. Un sol en carrelage comme celui qu'on voit là, c'est à travers les chaussures, ça pompe de la chaleur. Donc là, tout simplement, mettre un tapis côté usager, mais même soi-même. Moi, je le fais à la maison, c'est très efficace. Avoir un petit tapis à l'endroit où on travaille pour renforcer l'isolation du sol qui pompe la chaleur, c'est très efficace. Parfois, la chaise va pomper votre chaleur. Alors, chaise en plastique, un peu rembourrée ou quoi, ça va. Si vous êtes sur des chaises en bois massif, en chêne, si vous êtes sur des chaises en métal, ça va pomper votre chaleur. Et donc là, l'isolation, c'est un petit coussin, par exemple. Et vous verrez vraiment une différence significative. Il fera la même température de l'air, mais votre chaleur corporelle sera moins captée par le rayonnement de ce qui vous entoure, le rayonnement ou le contact. Est-ce que, Nola, tu me dis si jamais il y a besoin que je réponde à des questions ou des choses? Non, il n'y a pas de questions proprement parler, mais il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a des bibliothécaires qui ont des doudounes, des plaids ou des pulls au logo de la collectivité. Donc ça, c'est assez intéressant. Proposer comme... Alors, ça vient d'arriver. Les collègues se l'approprient ou non. Ah oui, parce que du coup, il y a quelqu'un qui a dit qu'en fait, l'idée du plaid est intéressante, mais en revanche, le portage en interne est sensible du point de vue du dialogue social. Oui, peut-être que du coup, il y a des personnes en fait qui ne comprennent pas tout ce qu'on vient de dire et qui pensent que s'il ne fait pas chaud dans la pièce, voilà. Mais sinon, Marie dit proposer comme cadeau, après les collègues se l'approprient ou non, pour le Covid, ils avaient apprécié un stylo 4 couleurs à lanière avec logo BU pour amener son propre stylo au prêt. Oui, parce que du coup, pendant un moment, effectivement, c'était compliqué ça. Donc, voilà, c'est des échanges où, a priori, les doudounes, les foulards, les pulls, finalement, ça ne se fait pas, et les plaids, ça ne se fait pas que au Danemark. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il n'y a pas de question à proprement parler. Donc, okay. Il est juste 12h11. Ouais, voilà. J'ai vu, je vais accélérer, j'approche de la fin. On enregistrera le chat comme la dernière fois et on vous mettra dans les ressources les points principaux. Et de la même manière, quand on peut, essayer d'éviter que la chaleur s'enfuit pendant les périodes de fermeture ou la nuit. Donc, si votre médiathèque a des rideaux ou des volets, tout simplement, pensez à les fermer la nuit. Vous améliorerez la conservation de la chaleur à l'intérieur. Hop. Vous pouvez aussi travailler à apporter de la chaleur de manière beaucoup plus locale. Une bouillotte sur les genoux, c'est phénoménal à quel point ça améliore le confort sans avoir besoin de monter le thermostat pour l'ensemble du bâtiment. Donc, c'est vraiment des solutions qui ne coûtent pas très cher et qui sont très efficaces. On a tous l'expérience de se réchauffer les mains autour de notre tasse de thé. Je ne sais pas si vous pouvez amener un chat, mais ceux qui travaillent chez eux savent que le chat sur les genoux marche aussi très, très bien en termes d'apport de chaleur.
Rapidement, à votre avis, quels sont, au-delà de la température de l'air, tout le monde valide le projet de chat, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui jouent sur notre sensation de confort thermique? On a parlé de la température de l'air, on a évoqué un petit peu le fait d'être habillé, d'être isolé, etc. Qu'est-ce qui peut jouer d'autre sur le fait qu'on se sente bien ou pas? Le nombre de personnes dans une pièce, un vélo bureau. Est-ce que tu veux nous expliquer, Marie, à quoi tu penses? Pardon, je tutoie tout le monde. Il existe des vélos bureaux, certains sont déjà utilisés dans une partie des composantes et ça permet effectivement d'augmenter l'activité physique. Donc, on lutte contre la sédentarité et contre l'inconfort thermique. Super. Donc, le fait d'être plus, se bouger plus, hein, c'est ce que proposait Victoria aussi, être plus actif, la luminosité, les courants d'air, le nombre de personnes, le mobilier, on l'a dit, effectivement, il peut y avoir un rayonnement plus ou moins chaud, plus ou moins froid. Très bien, bah, vous en avez plein, bravo. Ranger les livres, ouais, donc être en activité, effectivement, vous le voyez tout de suite hein, sur votre quotidien. La température de l'air, la température des parois, je viens d'en parler, le taux d'humidité. Ça a été mentionné tout à l'heure par quelqu'un. Le taux d'humidité va énormément jouer sur la sensation de confort thermique. Et donc, on peut chauffer plus en espérant être plus confort. On peut aussi travailler à extraire l'humidité avec un extracteur d'humidité, avec de la ventilation, etc. Et ça aura un impact vraiment considérable. Ça joue vraiment énormément. C'est valable aussi pour le chaud. On souffre beaucoup plus du chaud si c'est très humide que si la température est sèche. Enfin, l'atmosphère est sèche. La vitesse de l'air, vous l'avez dit, si on a une sensation de courant d'air, c'est beaucoup plus désagréable que s'il n'y a pas de mouvement d'air. D'ailleurs, dans l'autre sens, pour l'été, c'est pour ça que la ventilation, c'est une des réponses en dehors de la clim. Dès que l'air circule, j'ai une sensation de froid. Donc, voilà. En hiver, on le chasse, mais l'été, on va plutôt le chercher. Mon niveau d'activité, est-ce que je suis très sédentaire ou est-ce que je suis en activité? Pour l'été, la capacité de faire de l'évaporation, donc de transpirer. Quand je transpire, je régule mieux ma température interne. La manière dont je suis habillée, couvert, etc. Mon état de santé, de manière générale. Ce qui fait aussi que, en fait, 19 degrés pour tout le monde, partout, en fait, ça fait que personne n'est vraiment complètement bien. Parce qu'entre ceux qui sont immobiles, ceux qui sont en action, ceux qui ont besoin de plus chaud, ceux qui ont besoin de moins chaud, personne n'est complètement bien. Donc, c'est intéressant de changer d'échelle pour se rapprocher des besoins plutôt individu par individu ou endroit par endroit, plutôt que de se dire on apporte une réponse unique qui va convenir à tout le monde. On le sait, les réponses uniques, ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Et puis, il peut y avoir des facteurs psychologiques. La luminosité, par exemple, effectivement, l'ambiance de la pièce, l'état d'humeur, des choses comme ça. Du coup, quelques exemples. Donc, aujourd'hui, l'approche du chauffage, généralement, c'est uniquement la température de l'air. Et on joue très peu sur le reste. Alors qu'on pourrait travailler l'humidité, travailler, je vous l'ai dit, à s'isoler davantage des parois, travailler le niveau d'activité, l'habillement, etc. Donc, quelques exemples de ce qu'on peut faire. Ici, une bibliothèque municipale qui a un coin thé-tisane à disposition. Et je me suis permis de proposer l'idée que, je ne sais pas si des ateliers vin chaud sont envisageables en bibliothèque, mais en Bretagne, on fait du jus de pomme chaud sur le même principe. Ça marche très bien, c'est sans alcool et c'est très sympa. Et pour avoir assisté quand même aux autres webinaires, j'ai toujours été très frappée par l'inventivité et la diversité des ateliers et des animations qui sont proposées en bibliothèque. Donc, je suis assez sûre que vous allez nous trouver plein d'exemples et nous citer plein de choses dans le chat. Et je trouve que là, c'est intéressant, c'est qu'en fait, on se rappelle que le chauffage ou le confort thermique ou la manière d'habiter un bâtiment, en fait, c'est avant tout une question culturelle. Et là, on revient à la mission de la bibliothèque, qui est de porter ça avec nos usagers, d'en faire une question culturelle, une question collective, une question du vivre ensemble, etc. Et on peut du coup en refaire quelque chose qui ne soit pas juste l'apanage des services techniques, mais qui soit vraiment partagé par tous et qui nous concerne tous et où on a tous des leviers d'action. Ici, j'ai pris 3 exemples, mais il y en avait à peu près 15 000 de bibliothèques qui font des animations souples autour d'un moment de lecture, d'un moment découverte de la citrouille. Donc là, c'est pareil, il y a vraiment 1000 initiatives qui existent. Ce n'est pas une photo de bibliothèque, c'est dans un collège ou un lycée, mais vous avez effectivement plein de petits dispositifs qui peuvent permettre de pédaler pour recharger son portable ou des choses comme ça. Donc là, c'est pour la dimension être moins sédentaire et se bouger plus. Je mentionne les ateliers tricotés, si effectivement on veut allier l'apprentissage d'une technique avec le fait de fabriquer des plaids pour la bibliothèque ou autre. Et voilà, je suis sûre que vous avez plein d'idées géniales que vous êtes en train de partager. Alors,
à continuer et puis on les notera et on les partagera. Un petit mot pour vous dire que le chauffage, c'est aussi une question climatique vraiment importante. Sur le bilan carbone d'une bibliothèque qu'on avait réalisé, les émissions se répartissaient comme ça. Vous voyez qu'il y avait 50% pour l'énergie. Et dans ces 50%, les 3/4, c'était le gaz pour le chauffage. Donc, en termes de consommation économique, en termes de prix de facture, l'électricité, c'est vraiment un enjeu très fort en ce moment. Mais si vous voulez réduire votre contribution au réchauffement climatique, le chauffage est vraiment le poste primordial et prioritaire sur lequel travailler. Et là-dessus, vous avez 2 leviers qui sont réduire la quantité d'énergie, on vient d'en parler, et le deuxième qui est possible, c'est changer de source d'énergie. Ça peut être passer à du tout électrique, pourquoi pas, si vous avez des panneaux solaires ou autres. Là, je vous mentionne un exemple d'une bibliothèque en Loire-Atlantique qui est passée à la pompe à chaleur. Donc, selon la taille du bâtiment, ça peut être plus ou moins facile, plus ou moins réalisable à court terme, mais c'est aussi un levier possible. Il y a le côté je réduis ma consommation, mais il y a aussi le côté je change de système et de source d'énergie. J'arrive à la fin, on est quasiment dans les temps. Je voudrais juste vous redire qu'il faudrait qu'on arrive à ce que ces sujets énergie et chauffage ne soient plus qu'une approche uniquement technique. Et vous voyez qu'on tombe assez vite dans le piège de « mais alors si je mets un détecteur, est-ce que je consomme plus, est-ce que je consomme moins ?» C'est des choses dont il faut qu'on essaie de ressortir et de revenir à du bon sens et de se redonner le droit aussi d'agir sur le bâtiment. Alors, en concertation avec les collègues, je ne suis pas en train de vous dire « faites ce que vous voulez avec la chaudière », non. Mais par contre, se dire « j'allume plus automatiquement un ordinateur ou une salle et je travaille avec mes usagers pour le faire plus à la demande », c'est des choses qu'on peut faire. Donc, je vous invite vraiment à vous dire, en fait, on peut expérimenter des choses. On peut dire, on fait une journée sans chauffage et on voit ce qui se passe. Ou on fait une journée où on baisse de 2 degrés et on voit ce qui se passe. On peut faire des choses réversibles. On peut décider d'essayer sur une journée, une semaine, et on en tirera des apprentissages. Mais il faut le faire collectivement. Et je crois qu'il faut vraiment en faire un sujet de conversation avec les parties prenantes, avec les services techniques, avec les usagers, avec les salariés. Bien sûr, il faut penser bien-être au travail. Pour les équipes, c'est très important. Mais je crois que le bien-être au travail, il ne dépend pas d'un thermomètre qui dit 19 degrés. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se dire, je n'ai pas besoin de regarder le thermomètre normalement pour savoir si je suis bien ou pas. Donc, arrêtons de regarder le thermomètre et regardons plus comment je me sens maintenant. Est-ce que je suis confortable ou pas? Et de quoi j'aurais besoin pour me sentir confortable? Voilà. Essayons de détechniciser cette question-là pour se le réapproprier. Et vraiment pour finir, je vous mentionne une initiative qui est en train de se lancer, qui s'appelle Don de chaleur, à laquelle on peut participer au niveau pro, perso, etc., qui consiste à partager le relevé de ces consommations énergétiques de cette année. Si elles sont moindres que l'année précédente, donc si on a baissé nos consommations, en fait, ça va faire des économies à nos fournisseurs d'électricité et de gaz. Avec le prix de l'électricité, en réalité, eux payent une partie de la facture et il y a une partie qui est vendue à perte, notamment pour EDF. Et donc, en fait, l'idée, c'est que si on arrive à baisser notre consommation, le fournisseur d'électricité va subventionner des dons solidaires pour Électriciens sans frontières, les Restos du Cœur, des choses comme ça. Je n'ai plus en tête les bénéficiaires. Donc, c'est un dispositif gratuit qui permet de dire, si je baisse ma conso, mon fournisseur d'électricité va faire un don pour moi à une association. Je trouve que c'est un dispositif qui est malin et qui peut permettre aussi de faire du lien avec nos usagers, de se rappeler qu'on a une mission de partager les connaissances, les sujets, etc. Donc, ça peut être intéressant et je vous propose de le regarder. Donc, ça s'appelle Don de chaleur. J'ai fini, vraiment. Est-ce qu'il y a des besoins de prendre des questions? Alors, est-ce qu'il y a des veulent réagir? Il y avait des échanges plutôt que des questions. Alors, à Berlin, dans la BU de la Freie, il y a un vélo, c'est en allemand, un vélo-ergomètre. Ça doit être... il y a un lien. Voilà, pour ceux qui parlent allemand, vous pourrez traduire. J'imagine que c'est un truc en rapport avec le vélo. C'est un vélo pour faire l'énergie, pour carreguer le portable. Oui, d'accord, ok. C'est comme sur la photo de Fanny. La future médiathèque James Baldwin dans le 19e
Je pourrais passer le bonjour à Frédéric et Héloïse de ma part en même temps. Elle est à proximité de la maison des réfugiés qui est également en préfiguration dans le 14e avec Emmaüs et Singar. Et donc, ces associations offrent le thé à la menthe à toutes les personnes qui entrent et la médiathèque explore cette piste. Donc, d'offrir un thé à la menthe à toutes les personnes qui entrent dans la médiathèque, ça, c'est assez chouette comme idée. À Ferrette, ils ont remplacé la chaudière au gaz par une pompe à chaleur en géothermie, mais n'ont pas eu le droit d'installer des panneaux solaires. Voilà, beaucoup de merci des gens qui sont déjà partis. Voilà. Merci à tous. Au revoir à tous ceux qui sont partis. Et voilà, on est au merci et au revoir. À Mulhouse, la bibliothèque universitaire a été inaugurée en 2001 avec une pompe à chaleur. Et voilà. Et après, on a beaucoup de merci et de au revoir. Tout le monde a faim, donc très vite, pour vous dire que sur le blog, on vous renverra le lien, sur le blog Bibliothèque verte de l'Association des bibliothèques de France, l'ABF, vous avez maintenant une page agenda avec tous les rendez-vous consacrés au développement durable en bibliothèque ou dans la chaîne du livre. Donc, allez le chercher, on vous enverra les slides, donc vous aurez aussi là les liens directs. On a créé un petit document participatif sur lequel on essaye de recenser les bonnes pratiques. Donc, c'est pareil, je vais vous envoyer le lien et je vous invite, si vous le voulez bien, à y contribuer et à partager les bonnes initiatives que vous avez identifiées en bibliothèque. On vous donne rendez-vous le 19 mars où on va parler du numérique. Le 19 janvier. Le 19 janvier. J'ai faim. Pour parler du numérique. Et à ce stade, on voulait, pour ceux qui restent, vous proposer un micro-sondage pour vous demander quels seraient les thèmes que vous voulez aborder les prochaines fois. Donc, je vous lance un mini-sondage. Malheureusement, je crois que vous pouvez mettre un seul choix. Donc, mettez le choix qui est le plus prioritaire pour vous dans cela. Et si vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre dans le chat. Moi, j'ai toujours pas le droit de répondre au sondage. Hein. Oui, mais enfin, toi, tu as un pouvoir d'influence réel. Un pouvoir d'influence. Merci. Donc, super. C'est en train de... Le sujet de la RSE, propose Marie. OK. C'est plutôt la formation qui gagne pour l'instant. Exactement, ouais. Ouais, formation, il y a Lucie qui dit ça dans le chat aussi. Alors, je crois qu'il y a encore de la place, mais j'en suis pas sûre à 100%. Mais pour ceux qui sont en Île-de-France, le 15 et 16 novembre, il y a Médiatis qui propose une formation qui s'appelle l'écologie dans ma bibliothèque. Allez voir si jamais s'il reste de la place. Allocation de chats en bibliothèque. Il y a plein de bibliothèques qui ont des chats, hein, après tout. Hein, donc, mais oui, comment faire pour mettre en place un bilan carbone? Ça, c'est une super idée, je trouve. Super idée. Donc, ouais. on se un vrai bilan carbone, puisque nous, c'est vrai que je ne me suis pas présentée non plus. Attends, je vais rallumer ma caméra. Voilà. Enfin, je sais pas, les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, Nola, donc de la médiathèque de Neuilly-sur-Seine, et donc je suis pilote de la commission développement durable de Bib 92. Et grâce à Fanny au Shift Project, on a fait notre bilan carbone, mais c'est un bilan carbone flash. Donc ça peut être intéressant aussi, si on fait un webinaire autour du bilan carbone, de vraiment expliquer peut-être la différence aussi entre les deux et de l'intérêt. Voilà. Mais ça, c'est un bon sujet. On peut faire, on peut faire une thématique bilan carbone, comment ça marche, comment faire. Combien de temps ça prend. Je pense que ce serait intéressant, ça, le bilan carbone. Oui, je pense qu'on peut le rajouter, effectivement. Okay. Où j'en suis du sondage, là, il marche plus. A priori, il y a 35 sur 38 qui ont participé. Okay. Je ne le vois plus, donc je ne sais pas si vous le voyez, vous pouvez mettre fin. Moi, je le fais, mettre fin au sondage. Ici. Je partage les résultats, du coup. Allez hop. On en tiendra compte dans la programmation des prochains. Vous voyez qu'on a déjà 2 thèmes programmés pour début 2023, mais c'est bien. Merci pour les suggestions. Je continue en vous disant qu'on va vous envoyer les liens avec toutes les vidéos et puis tous les PDF des webinaires précédents. Donc là, on est à la 5e édition, si je ne me trompe pas. Oui, je crois. Hop. Et puis, c'est tout. Je voulais vous montrer une vidéo. Voilà, ceux qui ont le temps, et si ça marche, je vous montre une petite vidéo. C'est un clin d'œil à mon collègue Cyril, qui s'est moqué de moi parce que je lui ai raconté que j'avais installé mon petit compteur électrique EcoJoco et que du coup, hier ou avant-hier, j'ai renoncé à griller une tartine. Parce que je me suis dit, non, mais une tartine pour moi toute seule, maintenant que j'ai vu la consommation de mon grille-pain, c'est pas possible, je ne vais pas le faire. Donc, si ça marche, je voudrais juste vous montrer cette petite vidéo. Et je pense que si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver instructive. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Ah, peut-être.
Donc, celles et ceux qui doivent partir, on vous libère. Si on peut éventuellement arrêter l'enregistrement aussi s'il est toujours en cours. Si la vidéo marche, ça peut être intéressant de la laisser dans l'enregistrement quand même. Ou alors, il faut mettre le lien. Bah, pour l'instant, ça ne marche pas. Hein. OK. Ou alors, il faudra mettre le lien. J'arrête le partage, excusez-moi. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, j'y suis presque. Alors, celles et ceux qui n'ont pas reçu du webinaire précédent, c'est tout à fait normal parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas vous polluer vos boîtes mail et qu'on allait envoyer les replays et les infos des 2 webinaires d'un coup. Donc là, à l'issue de celui-ci, vous allez tout recevoir. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Donc, la vidéo fait 3 minutes. Donc, si vous avez encore 3 minutes, et on sera pile dans les temps pour se dire au revoir. Si j'arrive à la faire démarrer. Et si j'y arrive pas, non, on vous l'enverra par mail. Oh, ça ne veut pas. Bon, je suis désolée, vous allez devoir la regarder par mail. On la mettra en lien à la fin du replay. Allez, je renonce, tant pis. Vous ne verrez pas ça aujourd'hui. Non, et ce ne sont pas les jambes de Cyril, donc voilà, pour ceux qui se posaient la question. Voilà. Merci à tous. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez rester quelques minutes pour ceux qui ont le temps. On va effectivement peut-être pouvoir arrêter l'enregistrement maintenant, je pense. Sauf s'il y en a qui ont des questions. Voilà. Ouais, merci. Il y a pas mal de gens qui partent. Ça marche.